Notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire, nous a dit tabler sur une baisse de la croissance française, une récession d'1% sur 2020. Bon, évidemment, ça paraît un peu optimiste, d'autant qu'on a Christine Lagarde qui nous dit hier, qui avance ce chiffre de 5%, comprendre une baisse de 5% de l'activité en Europe, un PIB en recul de 5% cette année. Bonjour Marc. Bonjour David. Marc Vigneault, merci d'être là avec nous, journaliste au Point. Ça veut dire quoi? Parce qu'en fait, si en gros, au final, on se tape une récession de 5%, si on croit Christine Lagarde et pas Bruno Le Maire, c'est-à-dire que tous les calculs de Gérald Darmanin, qui nous dit que le déficit public sera de 4% cette année en France, ça ne tient plus tout ça. D'autant que Bercy, manifestement, a fait ses calculs en partant sur un confinement d'un mois. Manifestement, peut-être qu'on sera au-dessus, enfin au-delà. Oui, a priori, on peut tabler sur un confinement qui pourrait s'étendre à 2 mois, même si évidemment personne ne sait. Et la Banque centrale européenne estime que 1 mois de confinement, ça fait une récession de 2,1 points. Donc 2 mois, ça fait à peu près 4%. Voilà. Non, mais donc les déficits publics tels qu'annoncés par le ministre hier, je crois que c'était hier hein, dans les Échos. Oui, tout à fait. Mais tout ça, ça tient plus là. Hein. Oui, mais de toute façon, le ministre les deux ministres, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, disent eux-mêmes, ce sont des prévisions qui sont faites un petit peu de façon urgente parce qu'il faut mettre des prévisions de croissance dans le projet de loi finances rectificatif. C'est légalement obligatoire, mais c'est extrêmement difficile dans les conditions actuelles de faire une prévision de croissance. Donc, pour pas affoler, évidemment, ils vont pas prendre les prévisions les plus pessimistes. Donc, pour l'instant, il reste sur moins 1% de croissance, ce qui est à peu près déjà plus pessimiste que ce qu'avait dit l'OCDE au début de la crise. Mais ce qu'il faut bien voir dans les circonstances actuelles, c'est qu'il ne faut pas regarder vraiment à la dépense. Donc que ça soit moins 1% de croissance et 3,9% de déficit, ou moins 2% de croissance et moins 6% de déficit, finalement, c'est pas extrêmement important. On se souvient qu'en 2008, l'année suivante le déclenchement de la crise financière, donc qui s'était déclenché en 2008, donc en 2009, le déficit de la France avait été porté à plus de 7% du PIB pour laisser jouer les stabilisateurs automatiques et pour renflouer le système bancaire. Ouais, et d'ailleurs à l'époque, je pense qu'on était parti quasiment du même niveau avant crise de 2008. On était autour de 2% de déficit public, donc on part quasiment du même niveau, sauf que là on se dit qu'a priori, on va aller bien au-delà des 7% de déficit public de 2008. On va tester des niveaux inconnus. C'est encore très difficile à dire. Ça va dépendre de la durée du confinement, en fait, qui fait s'effondrer la demande, qui fait aussi fermer des usines, donc qui provoque un choc du côté de l'offre. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui sont empêchées de travailler parce qu'elles manquent de salariés, parce qu'il n'y a plus de demande, et donc un choc de demande où les gens ne consomment plus, ne peuvent plus sortir de chez eux que pour acheter de l'alimentaire, et donc effectivement l'activité est à l'arrêt. Donc plus cet arrêt de l'activité est à l'arrêt, plus il dure et plus le choc économique sera important. Ce qu'il faut voir, c'est que cet arrêt est jugé maintenant nécessaire par les scientifiques pour ce confinement, pour atténuer, que l'épidémie ne se répande pas trop vite dans la population et donc éviter de noyer le système hospitalier sous les malades graves, sous respirateur, avec besoin de moyens importants de réanimation. Puisqu'on parle de chiffres, on a eu hier le gouvernement dans son projet de loi de finances rectificative qui nous dit tabler sur une perte de recettes fiscales de 10 milliards d'euros, 10,7 faut être précis, milliards d'euros cette année. Je me suis dit, mais c'est faible comme montant si on prend en compte les pertes de TVA, d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés, non? Vous en pensez quoi? Oui, non, mais effectivement, ces prévisions ne sont pas les plus pessimistes. Elles tablent, comme vous disiez, sur un seul mois de confinement, donc il faudra voir par la suite. Clairement, il est inutile d'affoler tout le monde en disant que le déficit et la dette vont exploser de manière exponentielle. Ce qui, moi, me paraît plus important et plus inquiétant à long terme, c'est de savoir comment on va sortir de cette nouvelle crise, puisqu'on voit qu'à chaque fois, à chaque crise, la dette, le niveau d'endettement de la France augmente. Après la crise, malgré parfois des mesures difficiles de réduction des déficits, on n'arrive pas à diminuer les taux d'endettement. Et donc, à chaque crise, on se retrouve avec un niveau d'endettement bien plus élevé. Et donc, va se poser la question pour des pays comme la France, mais surtout des pays comme l'Italie, de savoir si un jour, cette dette pourra être remboursée. Et on voit que
malgré, vous allez parler dans votre prochain sujet, l'intervention massive de la BCE qui permet probablement de calmer la crise pour l'instant sur les marchés financiers, on voit que ce niveau d'endettement des États risque un peu d'inquiéter sur leur capacité de remboursement à long terme, montre que les règles budgétaires européennes ne sont plus vraiment adaptées, ou en tout cas, si la réduction du déficit se met en branle comme en 2012 jusqu'en 2015, après cette crise, ça va être très compliqué et on risque de casser la reprise en voulant réduire à marche forcée les déficits. Donc c'est là. Aujourd'hui, l'urgence, elle est traitée, hein, il y a un plan de relance, on laisse filer le déficit, etc. Mais c'est sans doute dans la seconde phase de la crise, en sortie de crise, pardon, qu'on risque d'avoir des problèmes avec ce niveau de déficit atteint, qui n'est pas totalement effectivement avoué, pas forcément bien évalué, mais à la décharge de Bercy, c'est extrêmement difficile d'évaluer le bon niveau de déficit en pleine crise, quand l'activité est à l'arrêt, quand on a du mal à faire des prévisions économiques. Marc, certains doivent trouver mes questions saugrenues. C'est vrai que Gérald Darmanin disait quand il y a le feu à la maison, on ne regarde pas le nombre de litres d'eau qu'il faut pour éteindre l'incendie. Sauf qu'après, il faut bien faire les comptes à la fin de l'histoire. Et pourquoi je dis ça? Parce que quand le président Macron a dit quoi qu'il en coûte, on fera ce qu'il faut, le message que nous envoient les marchés obligataires, les marchés de taux d'intérêt, notamment sur les dettes souveraines, et c'est pour ça que la Fed, on en parle, la BCE, on en parlera juste après, s'est réunie en urgence cette nuit, c'est qu'il y avait une tension de plus en plus forte sur l'Italie, sur la France, sur les taux d'emprunt de la dette sur la dette française, italienne, espagnole ou grecque. Et ce qu'il faut expliquer, c'est que la France va s'endetter beaucoup plus cette année, ce qui était prévu. Entre, vous le disiez, ce qu'on appelle les stabilisateurs automatiques, donc ne pas compenser les baisses de recettes fiscales, impôts sur le revenu, TVA ou autre. Le plan d'urgence de 45 milliards d'euros, il y aura un plan de relance sûrement aussi dans quelques mois. Les besoins de financement de l'État français sont en train d'augmenter fortement. D'ailleurs, il y a un appel au marché aujourd'hui de la part de Bercy. Bercy va emprunter 5 milliards de plus à moyen et long terme. Le reste des besoins nécessaires sera emprunté à court terme. Alors sur la dette à court terme, pour l'instant, il n'y a pas de tension. Pour la France, il faut relativiser les tensions. Hein. On emprunte toujours à des taux extrêmement faibles. Oui, mais on a pris quand même 70 points de base en 48 heures. C'est pas rien, quoi. Hein. Voilà, exactement. Il y avait une remontée de ces taux. Alors avec ce que la BCE a mis sur la table, ça devrait permettre de rassurer les marchés. En tout cas pour l'instant, et c'est ce que je vous disais précédemment, c'est qu'effectivement, une fois que la BCE sera intervenue, une fois qu'on sera sorti de cette crise, la question, à mon sens, est surtout de savoir comment ces taux d'endettement vont être gérés par la suite dans un retour à un contexte normal, parce qu'on n'imagine pas, ou alors où on est dans un monde totalement différent, la BCE garder ad vitam aeternam les dettes achetées pendant la crise. Alors, des économistes disent que elle ne pourra pas faire autrement, c'est-à-dire qu'elle ne revendra jamais les titres achetés, sinon elle provoquera un krach obligataire, et donc ces dettes deviendront en quelque sorte des dettes perpétuelles et que la Banque centrale détiendra. Et on voit qu'aujourd'hui, ça n'a pas le risque, c'était de créer de l'inflation. Vu le contexte actuel, évidemment, le risque d'inflation est nul. Ouais. Ça, c'est le jour d'après, comme on dit. On a vu 2 secondes, on va la revoir, la couverture du point de cette semaine. Vous titrez sur... On va la voir 2 secondes. Quelle est la couverture du point de cette semaine? C'est sur le coronavirus. On essaie de montrer qu'il y a une lumière au bout du tunnel, qu'on va arriver à s'en sortir. On donne aux lecteurs des moyens de traverser ce confinement. Il y a des conseils de lecture, il y a des réflexions philosophiques, il y a des conseils pour faire de l'exercice, etc. D'accord, à lire donc... Dès aujourd'hui, comment on s'en sort dans le magazine Le Point. Merci beaucoup Marc, Marc Vigneault, journaliste donc hebdomadaire. Merci beaucoup. Merci. Bye. David, au revoir.